Bonsoir, merci de choisir Labari Télévision. Tout de suite, Labari Info Soir, les titres. Longue de 296 km, la liaison de fibre optique Dosso-Douti-Konni de la société nigérienne de télécommunications Sonitel est désormais en service. La cérémonie de la mise en service a eu lieu ce matin par le ministre des Postes, de télécommunications et de l'économie numérique. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis, c'est dans la région de Difa qu'aura lieu la 35e édition du championnat de lutte traditionnelle. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui l'a annoncé ce matin. Ça sera donc du 7 au 16 mars 2014 et nous en parlerons également dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La société nigérienne des télécommunications Sonitel a procédé ce matin à Dosso à la mise en service de la liaison fibre optique Dosso-Douti-Konni, longue de 296 km. La cérémonie a été présidée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en présence des partenaires de la Sonitel et de plusieurs autres invités. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Adam Ousmana Sadoudoumi. Cette cérémonie aux couleurs de la Nigérienne des télécommunications constitue un moment de joie immense pour les responsables de la Sonitel et ses partenaires dans le projet de la fibre optique conçu pour supporter les larges bandes. Une fibre optique dont le déploiement pour couvrir l'étendue du territoire national a été lancé par le président de la République en personne pour le tronçon Dosso-Douti-Konni il y a de cela un peu plus de 16 mois. Cette infrastructure technologique se voit ainsi inaugurée dans la cité de Jarmakoy afin de transporter des informations pour différents usages en toute fiabilité et en toute vitesse à la grande satisfaction des populations au nom desquelles le maire de la commune urbaine de Dosso, Idrissa Issifou, a adressé ses vifs remerciements aux autorités de la 7e République. Prenant la parole à son tour, le premier responsable politique de la région n'a pas manqué de souligner les avantages de cette fibre. Il me soit permis de rappeler une fois de plus aux futurs usagers de la fibre optique qu'elle possède entre autres atouts une grande commodité d'utilisation et la performance qui constitue sans nul doute son avantage le plus marquant, argumentant par là même les débits de communication numérique. Dans cette perspective, je lance un vibrant appel à l'ensemble des futurs utilisateurs de la fibre optique d'en faire un bon usage. Abondant dans le même sens, le ministre de tutelle, après rappel de l'importance de cette infrastructure, a loué les efforts consentis par la Sonitel et ses partenaires techniques, à savoir Sagemcom et Elswedi, pour la mise en œuvre de la fibre optique aux usagers sur ce tronçon. Cette liaison en fibre optique permet aujourd'hui de satisfaire les besoins de la Sonitel en bande passante de qualité pour toutes les localités traversées par le système. Elle permet de mettre à la disposition des opérateurs de télécommunications présents au Niger et non télécom des capacités en bande passante de qualité. C'est dire, mesdames et messieurs, chère population de Dosso, que la mise en service de cette fibre optique permettra aux opérateurs de télécommunications de satisfaire à vos besoins, particulièrement vos exigences en termes de qualité des services de communication téléphonique et du débit nécessaire pour assurer votre connectivité Internet avec aisance. La coupure symbolique du ruban pour marquer la mise en service de cette liaison de 296 km de fibre optique, suivie de la visite guidée des installations techniques, ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie qui nous a permis de constater que la Sonitel s'est résolument engagée à accompagner les plus hautes autorités du pays dans la réalisation de Dosso-Niala, où la coquette en témoigne l'embellissement des locaux de la Sonitel pour aller plus loin dans cet ambitieux programme. Une brève, la liste des personnes interpellées s'élargit après le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur Soumana Maïga, Doudou Rahma, de la CDS Rahma. C'est un autre qui vient d'être interpellé, et c'était ce matin, Abdoulaye Maman, dit Abdou Adata, animateur du débat en Hausa sur la télévision Bonferré. Nous ignorons également le motif de son interpellation à la police judiciaire.
Et puis nous vous annonçons que vous suivrez le président de l'association Aguirine Iman, une association active dans le domaine minier qui est basée à Arlit. Avec Al-Mustafa Al-Hassan, l'entretien porte sur l'exploitation de l'uranium et ses conséquences. Rendez-vous donc en fin de ce journal. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, REGEA, a mené ce matin, en collaboration avec l'association Environnement, Biodiversité, Développement, AEBD, une opération de salubrité au ministère de la Communication et à la Maison de la Presse. Une initiative citoyenne également soutenue par le ministère de tutelle. Reportage, Michel Ledji, Ibrahim Abdou. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA en faveur du mieux-être des populations nigériennes à travers la promotion d'un environnement sain et hygiénique. Vous savez que le Niger a pris des engagements sur le plan international de rehausser les taux d'accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement en milieu rural de 6,7% en 2009 à 50% en 2015 et également de quelque chose de 20% en milieu rural à 80% d'ici 2015 en milieu urbain. Donc les efforts du gouvernement sont accompagnés par les partenaires techniques et financiers. L'État du Niger a pris des engagements dans le cadre de Water and Sanitation, qui est une initiative financée par les banques américaines. Alors ils seront aussi à Washington en avril prochain pour également évaluer les efforts du Niger et d'autres pays. Si le Niger a fait des performances dans ce secteur, il va effectivement bénéficier des appuis de partenaires techniques et financiers pour appuyer le secteur d'assainissement. Et notre rôle aujourd'hui en tant que réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, accompagnés par d'autres structures, naturellement la JCI Niger et d'autres partenaires du secteur de l'assainissement. Aujourd'hui, c'est de lancer un déclic, dire aux populations on doit accompagner les efforts de l'État dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. En faisant l'assainissement, nous gagnons économiquement. Parce que quand nous vivons dans un environnement sain, on ne tombe pas malade. Et si nous ne tombons pas malades, on a de l'argent qu'on économise, qu'on n'amène pas dans les hôpitaux. Donc cela veut dire qu'à travers l'assainissement, il rehausse l'économie du pays. Occasion également pour le président du REGEA d'appeler les journalistes à toujours donner le bon exemple afin que tous les Nigériens puissent faire de l'insalubrité une de leurs préoccupations quotidiennes dans leur milieu de vie. Une initiative saluée par le directeur de cabinet du ministère de la Communication qui a, au nom du ministre de tutelle, remercié, félicité et encouragé les journalistes pour ces actions salutaires. La santé a comme piston propulseur un cadre propre, un cadre sain, un cadre salubre. Et c'est pourquoi cette action qui est une invite à la population nigérienne à prendre conscience de cette nécessité de rendre son environnement salubre est une action on ne peut plus salutaire. Nous ne pouvons que vous encourager. Nous ne pouvons que vous féliciter. Et nous ne pouvons que vous demander de continuer cette œuvre. Cette œuvre d'invitation de la population. Cette œuvre d'invitation de l'homme et de la femme nigérien. Et donc pour que nous prenions à bras le corps cette préoccupation de premier ordre des autorités de la 7e République. À travers ces actions, le REGEA, qui est par ailleurs affilié au réseau ouest africain pour l'eau et l'assainissement, continue ainsi son plaidoyer en faveur d'une mobilisation des ressources destinées à soutenir l'assainissement et créer un cadre décent de vie aux populations nigériennes et au-delà à l'échelle internationale. Clôture ce matin de l'atelier de validation de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger. Un atelier organisé par ONIMED. Plusieurs allocutions ont sanctionné cet atelier. Précision avec Nafis Zakou et Chebou Guisso. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de l'atelier de validation de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite au Niger. Occasion pour le président par intérim de l'Observatoire nigérien indépendant des médias ONIMED de revenir sur les objectifs de cet atelier. Dans le cadre de ce projet, il y aura une multitude d'activités en vue du renforcement de la professionnalisation de l'exercice du métier au Niger. C'est ça le souci de départ.
Parce que c'est parti d'un constat, le constat selon lequel de plus en plus on assiste à un journalisme de bas étage. Quiconque rentre, quiconque fait ce qu'il a envie de faire, les règles éthiques et déontologiques ne sont pas respectées, les citoyens n'ont pas leur mot à dire par rapport au contenu. Et quand on a fait un peu, l'arbre d'analyse, on a constaté que les problèmes se posent surtout au niveau des journaux. C'est surtout au niveau des journaux qu'il y a beaucoup de problèmes. Et qu'il fallait dans un premier temps d'abord faire un travail pour professionnaliser les animateurs de ces journaux-là, en les amenant à comprendre que le respect des règles éthiques et déontologiques, c'est la première démarche à mener pour tendre vers un journalisme de qualité, un journalisme de renom. L'Association des éditeurs de la presse appelle par la même occasion toute la presse nigérienne à mettre en œuvre cette grille d'analyse des contenus de la presse écrite. L'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante, ANEPI, et l'Union nationale des éditeurs de la presse, UNEP, appellent tous les promoteurs des organes de presse à soutenir les actions de l'Observatoire nigérien des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, qui vient de bénéficier d'un outil important d'analyse de la grille de contenu de la presse écrite au Niger. Cet outil permettra à n'en point douter de relever le défi de l'autorégulation dans le contexte de la dépénalisation du délit par voie de presse. Les associations socio-professionnelles de la presse écrite remercient par ailleurs l'Union européenne pour son soutien, pour son accompagnement dans la réalisation de ce travail. En clôturant cet atelier, le directeur de cabinet du ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions a félicité les organisateurs pour la tenue de cet atelier. La qualité des conclusions auxquelles vous êtes parvenus fera certainement de ce document un référent d'importance primordiale pour le tribunal des pairs. Il en sera ainsi, d'autant plus qu'il est le fruit d'un accord des esprits et bien informés en matière de la science journalistique. Au terme de cet atelier qui a duré 3 jours, un document final de la grille d'analyse des contenus de la presse écrite a été remis à l'ONIMED. C'est le deuxième titre du journal. Du 7 au 16 mars 2014 aura lieu à Difa la 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle. L'annonce a été faite officiellement ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Damalam. Ibrahim Tikire et Aboubakar Souley nous en disent un peu plus. Après les incidents malheureux qui ont émaillé la 34e édition du sabre national tenue à Niamey, c'est au tour de Difa, la capitale du manga, d'abriter la 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle. L'annonce a été faite ce 25 janvier 2014 par le ministre de la Jeunesse et des Sports, en présence des responsables de la FENILUT et des membres du comité chargé de la révision du code de la lutte. Du 7 au 16 mars 2014 et le lieu c'est à Difa. Et la particularité, c'est que cette lutte se fera sous le sceau du nouveau code qui a été validé lors de l'atelier auquel j'espère vous avez tous participé, de validation. Et la vulgarisation va commencer, a d'ailleurs commencé, parce que j'ai vu qu'il y a des débats déjà au niveau de toutes les télévisions, des débats qui s'animent en tout cas sous les auspices parfois du président de la Fédération nigérienne de lutte et parfois du directeur technique de la Fédération nigérienne de lutte. Et les gens commencent déjà à comprendre. Il y aura des spots télévisés qui vont montrer à la population les différentes chutes pour que demain, X ou Y ne soit pas étonné du fait qu'on dise qu'un tel est tombé, un tel n'est pas tombé. Donc je pense que si les choses se passent normalement, la lutte traditionnelle en tout cas retrouvera ses lettres de noblesse, ses lettres de
le sport de cohésion, parce qu'en réalité, la lutte traditionnelle, si les autorités nigériennes tiennent à ce sport, parce que c'est un des sports, en tout cas, qui regroupe le plus grand nombre, si on peut l'appeler comme ça, et qui fraternise pendant une période et oublier leur antagonisme. Après l'annonce et du lieu du sabre national, le ministère de la Jeunesse et des Sports va vulgariser le nouveau code, un travail qui sera suivi par des éliminatoires régionales. Au-delà de son caractère sportif, la lutte traditionnelle est un sport qui vise la consolidation des rapports de fraternité entre les filles et fils du Niger. Et les Nigériens tiennent absolument à la bonne organisation de leur sport roi prévu en mars 2014 à Difa. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine qui est consacrée à l'entretien que le président de l'association Aguirre Iman, Al-Mustafa Al-Hassan, a accordé à la télévision Labari sur l'exploitation de l'uranium et ses conséquences. Très bonne réception. Au revoir. C'est la pollution durable. C'est ça le terrain. Nous avons des hautes montagnes, comme presque bientôt Kilmandjaro d'uranium au Niger. C'est à Arlit. Et ces montagnes, donc, créées par Areva dans le cadre de l'exploitation de l'uranium pour faire tourner, bien sûr, les centrales nucléaires en Europe. Et ces montagnes, vous en avez des sortes. Vous avez donc des montagnes avec un peu de la radioactivité, c'est-à-dire les stériles, et vous avez aussi donc les résidus de traitement qui font environ 50 millions de tonnes. Vous avez 45 millions de tonnes entre Soumaïr et Cominac de déchets de traitement, plus donc l'état de lixiviation qui ont été, vous arrivez tout de suite à 50 millions de tonnes de déchets radioactifs qui sont donc exposés à l'air libre à Arlit et qui ont bien sûr une vie entre 4,3 milliards d'années et qui contiennent bien sûr les environ 80% de la radioactivité. Ces déchets dans d'autres pays sont automatiquement jetés dans l'eau pour isoler le radon. Chez nous, c'est à l'air libre, je dis bien à l'air libre. C'est pourquoi nous parlons et nous reparlons de la pollution durable. En dehors de ça, il faut ajouter aussi donc, les produits chimiques qui sont déversés tout au long des corridors, c'est-à-dire de Cotonou à Arlit. Aujourd'hui, si vous prenez la route, vous avez ce qu'on appelle les soufres, vous les voyez à l'œil nu. Vous avez la soude, vous avez les carbonates qui est déversé tout au long du corridor de Cotonou à Arlit. Et ces produits, souvent les carbonates et la soude, les animaux les abrutent en cherchant du sel. Et beaucoup des animaux, des chameaux sont morts, bien sûr, en lâchant la soude et les nitrates qui est déversé sur le corridor Cotonou-Arlit. Quand on dit la radioactivité, d'abord, comme je l'ai dit, la radioactivité, les conséquences sont grandes. Elles sont de 4,3 milliards d'années sur la population, sur l'environnement, sur les animaux, sur pas mal de choses. C'est ça les conséquences. Elles sont permanentes. Si Areva est consciente, elle aurait dû prendre des mesures par rapport pour protéger la population, pour protéger l'environnement. Mais Areva fait passer un silence énorme sur cette histoire de la radioactivité pendant 40 ans. C'est tout récemment qu'ils ont commencé à en parler. Donc c'est pourquoi je ne sais pas quand vous parlez de si Areva est consciente, parce que pour moi, un conscient, c'est celui qui est conscient et prend des mesures adéquates pour, en tout cas, protéger cette population, pour protéger l'environnement. Je pense que si les gens sont conscients, ils ne vont pas continuer à laisser les carbonates déversés partout, la soude, les nitrates, parce que ça fait une perte à Areva. Donc pour moi, il n'y a pas une conscience, il y a pas de conscience dans ce genre de pratiques que je viens de décrire. Écoutez, on a commencé cette sensibilisation dans les années 99.
n'est-ce pas? On était tous seuls, l'ONG Environnement. Et on nous a dit qu'il ne faut pas parler de Cogema, c'est un État dans un État. J'ai dit non, Cogema, pour nous, c'est une société qui est là pour exploiter de l'uranium. Et cet uranium, nous sommes conscients aussi que c'est un besoin de l'humanité. Mais cependant, il y a une réglementation nationale et internationale qu'il faut respecter. Et si vous voulez, c'est aujourd'hui le bras de fer entre le Niger et Areva, parce que le Niger a mis depuis lors, en 2012 surtout, une réglementation pour le traitement d'uranium. Et malheureusement, aujourd'hui, nous insistons encore une fois de plus, Areva qui ne veut pas appliquer cette loi. Et c'est pourquoi j'ai doute de la conscience, quand vous demandez si Areva est consciente. Mais nous demandons en tout cas qu'Areva soit consciente. Donc voilà, depuis 1999, nous sommes en train de sensibiliser la population. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater qu'il y a des ONG comme Rotap, comme Grain, et sur le plan national, les Nigériens sont en train de dire qu'ils veulent profiter de leur uranium. Deuxièmement, ils veulent que ça soit traité conformément à la réglementation nationale et internationale. Et c'est ça l'éthique que nous demandons. Pas plus, pas moins, parce que nous sommes conscients que l'humanité a besoin d'énergie nucléaire, parce qu'il faut de l'énergie, etc., etc. Donc il n'est pas pour nous une sortie de nucléaire ou autre, mais nous disons que cette loi doit être respectée. Areva a voulu créer une association composée de l'État du Niger, composée de la société civile pour faire un observatoire de santé. Déjà, voyez-vous, quand on parle d'une association, est-ce que moi, en tant que société civile, j'ai pollué la nature pour faire partie d'une association? Non, il ne s'agit pas d'association, il s'agit pour nous de ce que la loi appelle pollueur-payeur. C'est Areva qui a pollué l'environnement, c'est Areva qui a pollué la population, c'est Areva qui doit payer. Je ne vois pas pourquoi notion d'association. Donc, pour nous, ce n'est pas cet observatoire de santé. D'ailleurs, comme le plan Conter, voulu par Areva et bloqué par Areva, il y a aussi le plan Conter, qui fait partie des réponses données par Areva aux questions posées par la société civile nigérienne, c'est-à-dire l'Observatoire de santé, le plan de Conter, et qui aujourd'hui ne marche pas, car Areva a mis fin à ces deux activités, que nous déplorons, que nous dénonçons, parce que nous pensons que ces mécanismes, ces outils, qui est l'Observatoire de santé, qui est le plan Conter, qui est le ramassage des produits chimiques sur les corridors, c'est des choses qu'il faut maintenir, et que c'est des choses qu'il faut mettre en œuvre, et c'est des choses qu'il faut exécuter. Nous exigeons cela. L'avenir, c'est vivre dans la pollution durable et dans la pauvreté. C'est ça l'avenir de la population d'Arlit. À ce rythme-là, en tout cas. C'est de vivre dans la pauvreté et dans la pollution durable. Parce que je vous ai parlé de ces 50 millions de tonnes qui sont là et qui sont radioactives à 80%. C'est ça. Et puis, les nappes fossiles, vidées aussi pour les besoins du traitement d'uranium. Voilà l'avenir de la population d'Arlit. D'abord, il y a les autorités nigériennes qui ont mis, si vous voulez, les sociétés minières en place dans les années 68, qui sont donc les présidents de l'époque, que la paix soit sur son âme, qui est le président de la République de l'époque, Jori Hamani, que j'appelle avec respect et dignité, qui est enseignant, qui a négocié ces choses-là, qui n'a aucune notion de l'uranium. Je suis désolé. Donc, il a négocié ce qu'il a pu faire. Mais entre-temps, on a évolué nous aussi. Parce qu'il faut vous dire que quand on a commencé à exploiter l'uranium nigérien, il n'y avait aucun Nigérien. Il y avait zéro Nigérien, qu'il soit ouvrier ou ingénieur. Zéro Nigérien. C'est quelques années après qu'on a pu avoir des Nigériens. 2 Nigériens à l'époque. D'ailleurs, un seul Nigérien ingénieur. Il s'agit de Jato Maman. Voilà un peu le Niger au démarrage de cette société-là. Et bien sûr, donc, comme Areva n'a pas voulu parler de la radioactivité, ils veulent seulement parler de l'uranium, ils ont promis aux Nigériens de faire ce qu'ils ont appelé à l'époque Arlit deuxième Paris.
Arlit sera goudronné, Arlit sera ceci. En tout cas, deuxième pari, c'est là où est né le nom deuxième pari. Quand on va produire de l'uranium, Arlit sera comme Paris. Mais voilà, 40 ans après, Arlit est bien sûr des ruines et des montagnes et des déchets de la radioactivité. C'est ça, Arlit, après 40 ans d'exploitation de l'uranium. Et nous sommes à Niamey dans le cadre d'organiser une table ronde pour avoir des financements de la voirie et d'assainissement de la ville d'Arlit. Mais Areva a brillé par son absence. Je veux dire, Soumaïr n'était pas là, le directeur général de Cominac n'était pas là, le directeur général d'Areva n'était pas à la table ronde pour l'assainissement et la voirie de la ville d'Arlit. Et c'est regrettable. L'arrêt d'entretien a coïncidé avec les négociations actuelles, où Areva a mis des petits mots pour enquêter les gens. Et c'est là que nous disons d'ailleurs, si jamais il y a un accident qui arrive aux travailleurs, en ce moment-là, nous tenons Areva pour responsable. Nous tenons le directeur général de Cominac pour responsable de ce qui arrivera aux travailleurs. Parce que la façon dont la consigne a été transmise, pour nous, n'est pas réglementaire. Pour nous, s'il y aura arrêt, pour quelle que soit la raison qu'il soit, c'est l'État du Niger de préparer moralement les Nigériens qui travaillent là-bas et tous les travailleurs qui sont là-bas. Parce que chaque fois, normalement, qu'il y a des arrêts comme ça, il y a un plan social qui est mis en place au préalable. Ce n'était pas le cas. On est venu, on a dit aux travailleurs ne produisez pas 1 kilogramme, ne faisait pas ceci, selon les informations que nous avons reçues, et cela est regrettable. Je suis très satisfait de constater qu'aujourd'hui les Nigériens se mobilisent autour de leurs ressources naturelles. Ce qui nous a manqué toujours. Aujourd'hui, c'est une réalité, en tout cas c'est une fierté pour nous, c'est quand même un truc de satisfaction, en tout cas pour moi, qui a commencé depuis les années 90, quand on me disait qu'attention, on va te faire comme Kinserarewa au Nigeria, qu'on a décrypté pour l'histoire bien sûr de ce que l'on appelle le delta du Niger. Malheureusement, on a tué Kinserarewa, mais les problèmes du delta du Niger continuent à être entiers. Donc je pense qu'au Niger, on a été sage, on a écouté les gens, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, et aujourd'hui, beaucoup de Nigériens ont compris ce que nous disons. Vraiment, c'est une satisfaction pour nous. Maintenant, les problèmes de négociation qui se pose entre Areva et le Niger, je pense, à notre point de vue, qu'on est en train de percher dans le désert. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui, on est en train de négocier avec les techniciens d'Areva pour, comment dirais-je, à faire appliquer une loi ou pour faire des économies. Alors que lui, les techniciens, les kilos se vendent à 12 000 francs et il les produit à 9 000 francs. Les calculs chez lui, elles sont faites, elles sont simples. Aujourd'hui, ce problème ne doit pas être un problème des techniciens, ça doit être un problème d'État à État. C'est un problème d'État du Niger et l'État français. Donc il est temps qu'aujourd'hui l'État français, comme d'ailleurs souvent l'a dit Hollande à notre président Issoufou que Dieu l'assiste, toujours ils disent ils sont d'accord pour gagnant-gagnant. Et si Hollande est d'accord pour gagnant-gagnant, qu'il vienne négocier ce problème-là.